Je vais vous parler d'une expérience beaucoup moins théorique que mon ami new-yorkais, mais plutôt un truc pratique, parce que la théorie, je crois que j'y comprends pas grand-chose en réalité. Donc je vais vous parler d'un projet assez singulier, parce que c'est un projet que j'ai commencé il y a 15 ans. Je n'ai pas fini de travailler sur ce projet. C'est assez rare pour un architecte de travailler pendant 15 ans sur le même projet, même ça n'arrive jamais. Et en fait, on est toujours un métier qui a besoin d'une commande. En fait, il n'y avait pas de commande, c'est un métier, c'est un travail que j'ai commencé par hasard et que je continue à travailler par hasard et dans lequel j'ai à peu près tout appris. L'histoire, c'est que, comme c'est un très gros projet, parce que c'est un projet qui fait plus de 50 000 m² de planchers qui ont été travaillés, en fait, c'est un projet où j'ai commencé à travailler avec des francs à l'époque, et puis ensuite avec des maires, et puis les maires ont changé, et puis les maîtres d'ouvrage, les clients ont changé, et la seule personne qui était restée sur ce projet, finalement, c'est moi. Donc j'ai commencé, j'étais tout petit, je connaissais rien de ce métier, puis j'ai eu des maîtres d'ouvrage différents, c'est des clients si vous voulez. Et donc en réalité j'étais la mémoire du projet, je le suis toujours aujourd'hui. Et donc ce projet a continué avec une intuition, simplement une intuition qui était d'essayer de comprendre un site qui était gigantesque et qui est dans une ville compliquée. Donc, et en étant toujours fasciné depuis toujours par ces endroits qui étaient des endroits abandonnés, qui sont évidemment... Pour ceux qui les connaissent, des friches, il y en a un peu partout. Il y en a ici en Belgique, il y en a dans toutes les villes industrielles défavorisées. Il y en a évidemment aux États-Unis en pagaille. Il y a quelque chose qui me fascine dans ces endroits qui sont laissés pour compte ou dans lesquels il y a quelque chose de sauvage qui apparaît, où il n'y a plus de domestication. Il n'y a plus rien. Il y a une sorte de vérité des lambeaux de ce qu'est le bâtiment, un peu comme une forêt. Je trouve que les friches sont aux villes ce que les forêts sont un peu à la nature d'une certaine manière. Et donc je suis une sorte d'architecte frichier parce que comme ça me catalogue et les maîtres d'ouvrage aiment bien me cataloguer. Le problème, c'est que je suis tellement catalogué que maintenant, on me demande de faire que des friches. Il n'y en a pas tant que ça, donc j'ai un peu rien à foutre, mais c'est pas grave. Donc je continue à bosser sur la friche. Et je continue à collectionner les images de bâtiments industriels comme ça pour essayer de comprendre pourquoi ces lieux me fascinent autant. En fait, ils me fascinent parce qu'une fois qu'ils ont rendu leur vérité, j'ai l'impression que tout devient possible. Et que tout devient possible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de normes, il n'y a pas de code, il n'y a pas de programme établi, il y a juste un bâtiment qui nous parle et qui fait appel à ce qu'on a dans le bide et pas tant à ce qu'on a dans la tête. Et ce qu'on a dans le bide, en fait, on essaie de le traduire par des opportunités qui nous sont données dans des programmes qu'on invente ou qu'on propose. Donc ça, c'est des friches qui sont à Détroit. Et puis donc la Belle de Mai, donc en fait, on m'a demandé de parler que de la Belle de Mai, donc je vais parler que de la Belle de Mai. La Belle de Mai, c'est un quartier intéressant à Marseille. Marseille est une ville qui compte 850 000 habitants à peu près, avec un maire qui s'appelle Jean-Claude Gaudin, qui est un sénateur maire qui a 700 000 ans à peu près, et qui est maire de Marseille depuis 654 000 ans aussi, et qui pense que la culture est une chose qui sert vraiment à rien du tout, encore moins la Belle de Mai, et qui transforme peu à peu sa ville, donc la mienne, en vaste centre commercial. En fait, il y a des centres commerciaux partout gigantesques qui sont en train de pousser dans la ville, dans les quartiers nord, dans les quartiers sud. Les quartiers nord, c'est les quartiers défavorisés. Les quartiers sud, c'est les quartiers riches. Et puis, ils voulaient transformer le port en marina parce que ça sert un peu à rien, un port, si c'est pas une marina. Donc, il fait aussi un centre commercial à côté du port, mais comme ses potes voulaient quand même faire un autre centre commercial, donc il fait un autre centre commercial à côté du centre commercial. Donc c'est une ville où il y a des centres commerciaux à peu près partout. C'est une ville où il y a, je sais pas, peut-être aujourd'hui, près de 200 000 m² de centres commerciaux partout, ce qui fait que c'est très bien pour ceux qui viennent avec des belles voitures, mais c'est plus emmerdant pour ceux qui vivent en centre-ville, parce qu'avant, comme toutes les villes du 19e, cette ville était tournée autour de son centre commerçant. Il n'y a pas assez de place aujourd'hui pour plusieurs enseignes, enfin pour qu'une enseigne ait plusieurs endroits dans la ville. Et donc la ville de centre-ville, au lieu de ce qui était déjà un centre-ville très paupérisé, se paupérise de plus en plus et se vide de ses commerces et se vide de tous ses usages. Et petit à petit, mais assez vite, donc tous les rideaux ferment. Et cette ville est en train de se vider en son cœur, simplement remplacée par des pavés, parce qu'il faut mettre des pavés quand on refait un centre urbain, et puis des tramways, parce qu'il faut mettre des tramways aussi, c'est très important. Donc il y a beaucoup de pavés, il y a des tramways. Et puis des Chinois. Il y a beaucoup de Chinois qui viennent maintenant autour du Vieux-Port, mais qui ne vont pas dans le centre-ville, qui s'arrêtent autour du Vieux-Port. Donc c'est une ville qui se chinoise en centre-ville et qui se paupérise ailleurs. La Belle de Mai a cette particularité. Donc on voit, ici vous voyez le faisceau ferroviaire en fait, donc c'est la gare Saint-Charles qui arrive vraiment au plein cœur de la ville. Et un des quartiers les plus pauvres d'Europe, le plus pauvre de France, avec des quartiers qui sont à la Courneuve, à la Seine-Saint-Denis. C'est aussi un autre endroit où je travaille, à la Courneuve, qu'encore on m'appelle toujours pour des projets avec des gros budgets et des trucs intéressants, mais c'est bien. Et donc c'est un quartier qui est très pauvre. La particularité de Marseille, c'est que la Belle de Mai est le quartier le plus pauvre de France, et il y a aussi le quartier le plus riche de France à Parneuil, qui se trouve dans les quartiers sud, justement. Et donc la Belle de Mai est un quartier qui est un quartier très populaire, avec beaucoup de Comoriens aujourd'hui, et qui était complètement défavorisé.
Et la Saïta, donc c'était une usine de tabac qui se trouvait le long des voies ferrées. C'était 3 îlots de à peu près 40 000 m², donc ça fait 120 000 m² à chaque fois. Et puis la Saïta est partie pour faire d'autres choses et on donnait ces lieux à la ville de Marseille pour un franc symbolique. Et puis ça n'a jamais été, ça n'a jamais été un squat parce qu'il se trouve que j'ai une tare familiale, mon père est poète-performeur, c'est compliqué quand on est élevé par un poète-performeur qui va vous chercher à la sortie de l'école, souvent à poil ou en Stetson, un truc comme ça, enfin, avec des performances en criant très fort. Donc il faut rivaliser dans la vie pour faire ça. Donc j'ai peu appris le commerce et le marketing, mais à rivaliser pour exister par rapport à un poète-performeur, c'est aussi pas mal. Et puis je trouve qu'il a un autre truc, c'est qu'il aime la culture, et donc il a été nommé adjoint à la culture de la ville quand j'étais encore petit. Et qu'il a transformé la ville culturellement pendant très longtemps. Et il se trouve que quand lui est parti, ils m'ont appelé pour m'occuper, mais parce que c'était des potes, de la friche La Belle de Mai. Donc il y a eu 3 îlots, comme je vous l'ai montré. Un qui est parti pour être les archives municipales, l'autre qui est devenu le lieu de tournage d'une série qui s'appelle Plus belle la vie, que vous connaissez sans doute, très fameuse série. Et en fait, ça a été le début de la transformation de la friche, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pour attendre les acteurs qui sortent des studios de Plus belle la vie pour les autographes. Et nous, on avait ce truc-là qui était un lieu dit de culture vivante, qui était 50 m², laissé pour compte par Gaudin, parce que les bobos de gauche, c'est vraiment un truc insupportable, et puis ça marchait pas, quoi. Donc il nous a un peu laissé faire ce qu'on voulait, ce qui était plutôt bien, et ce qui nous a laissé beaucoup de temps. Et je me suis aperçu, en fait, que le seul moyen d'apprendre mon métier, de le comprendre, c'était de travailler avec de l'espace, avec du design, évidemment, mais surtout avec du temps. Et comment est-ce que le temps faisait en sorte que les opportunités, on pouvait les expérimenter, vérifier ce qui marchait, ce qui est un luxe incroyable, vérifier ce qui marchait, vérifier ce qui ne marchait pas, et donc garder un peu les trucs et travailler avec beaucoup d'humilité sur un projet qui était gigantesque, de travailler avec ses yeux et avec ses pieds. C'est un projet que j'ai fait avec mes pieds, c'est-à-dire en marchant dans le site, en essayant de comprendre comment ça fonctionnait. Donc l'avant, c'était ça, donc c'était une usine totalement fermée, hermétique. Et en fait, on s'est aperçu qu'on a juste fait des trous, en fait. C'est un projet qu'on a fait à l'envers pour parler un peu d'architecture. C'est un projet où, au lieu de faire un bâtiment vide, un terrain vide, et puis on met des murs pour encercler la lumière, nous, on avait un espèce de gros bloc. On a fait des trous dedans pour faire entrer la lumière. Et en fait, tous les ateliers et tous les programmes qui se sont greffés autour, en fait, se sont greffés un peu comme sur un récif urbain. Donc on n'en revient pas à la mer pour reprendre un peu d'accent pour vous faire plaisir. Donc c'est une sorte de récif urbain sur lequel tous les ateliers d'artistes et tous les autres usages se sont greffés autour de ces failles de lumière qu'on a créées. Donc voilà le bâtiment tel qu'il était quand on est arrivé. Et voilà comment on l'a percé à peu près dans tous les sens. Alors ce qui était intéressant, c'est de savoir qu'est-ce que ce bâtiment nous racontait. En fait, ce qui est très intéressant quand on bosse dans une friche, c'est pas tant de raconter notre propre histoire, c'est comment est-ce qu'il y a un dialogue qui s'instaure, une sorte d'échange entre le bâtiment et nous, et comment on le comprend, et comment est-ce que ce bâtiment nous guide, en fait, pour qu'on le fasse avec, et pas en fonction de nous. Donc ça, c'est aussi un truc particulier, c'est que du coup, tout ce que j'ai fait à la friche, pendant 15 ans, finalement, ça se voit pratiquement pas, il y a une sorte d'évidence, parce que le temps, donc... Quand on me demande ce que j'ai fait, les mecs pensent que j'ai fait un petit bâtiment que vous verrez ensuite dans les images, qui fait 30 mètres sur 11, alors que j'ai trifouillé 50 mètres carrés. Ce qui est emmerdant en termes de commercial, parce que du coup, les gens pensent que ce bâtiment a toujours été comme ça. Donc ça a commencé il y a longtemps, en 2003-2004. C'était un bâtiment qui s'appelait la Cartonnerie, où à l'époque, l'adjoint au maire était jogger et voulait transformer la friche de la Belle de Mai en parc urbain pour faire du sport. Donc il voulait raser cet endroit-là pour en faire un truc de foot municipal, quoi, faire son jogging. C'était le seul lieu qui était de grande hauteur, donc ça c'est pour vous raconter comment est-ce qu'on s'est servi des opportunités du site, comment avec ce lieu on pouvait le transformer pour en faire une salle polyvalente. Donc ça ressemblait à peu près à ça quand on est arrivé. Voilà. Et puis petit à petit, on a creusé, on a gardé le lieu et on l'a transformé, mais avec rien, avec des budgets qui étaient ridicules, avec des gens qui travaillaient sur le site, avec des gens du quartier aussi. Dès le début, on a essayé de bosser avec des gens du quartier et on a essayé de faire en sorte que ce lieu soit possible. Alors en fait, pour convaincre la mairie, on avait fait un truc qui s'appelait la piste, parce que c'est toujours peut-être d'astuces. On avait fait une piste, on avait fait un parcours sportif à l'intérieur du bâtiment industriel, dans lequel on pouvait faire un terrain de foot, mais avec des poteaux, dans lequel on avait montré une sorte de piste d'athlétisme qui amenait à un restaurant. Donc on avait détourné un peu les programmes pour lui montrer qu'on pouvait faire du sport aussi dans une friche. Personne n'a jamais fait de sport à la friche jusqu'à maintenant, mais en fait ça a changé. Et puis on l'a transformé. On a appelé des artistes aussi, parce que comme ça n'a jamais été un squat, celui a toujours été occupé par des artistes. Donc on a demandé des artistes qui étaient déjà en résidence dans la friche de travailler avec nous pour la mise en couleur de certains bâtiments qui sont faits.
Et puis petit à petit, les gens sont venus, les gens ont commencé à se greffer sur l'endroit, et puis de peut-être 5 ou 10 000 personnes qui venaient par an, les programmes ont commencé à s'élaborer, puis on a changé, et puis il y a eu un catalyseur incroyable qui a été Marseille Capitale 2013. Comme on avait fait déjà le projet depuis très longtemps, en fait, on a réussi à être le premier projet livré pour Marseille Capitale 2013, ce qui fait qu'ils ont pu inaugurer que celui-là. Le Mucem n'était pas du tout fini, pour ceux qui connaissent le truc de Ricciotti. Et il n'y avait aucun projet qui était fini. Ils se sont tous finis en juillet-août. Mais le seul qui était fini, et on a tout fait pour qu'il soit fini le 1er janvier, c'était la friche. Donc du coup, Gaudin et consorts, etc., ont été obligés de venir à la friche pour inaugurer le truc qui était le... Et donc ils nous ont crédibilisés comme ça. Et on est passé de 5 à 10 000 personnes par an à... Sur l'année 2013, à plus de 200 000 personnes. Et puis, on a fait aussi un truc, vous verrez ensuite, je vous montrerai. Et puis, il y a des festivals qui sont venus se greffer, Mars Attack, etc., qui font qu'il y a des événements et qui fait que ce lieu, en tout cas jusqu'en 2014, donc il n'y a pas si longtemps, était devenu un lieu dans lequel la jeunesse marseillaise et les gens venaient pour le visiter, dans lequel il se passait des trucs, mais purement culturels. Donc, c'était encore un lieu qui était un lieu pour les bobos, un télo, qui venaient faire des photos avec le sourire comme ça. C'est marrant, le touriste, quand il fait une photo d'un truc culturel, il a besoin de sourire, c'est assez étonnant. Et donc, il venait à la friche pour faire ses photos, s'encaner un peu de temps en temps, puis repartait, mais il n'y avait toujours pas d'ouverture sur le quartier, et pourtant, on a toujours cherché à faire en sorte que cet énorme projet, parce que c'est plus un quartier qu'un projet, puisse s'ouvrir sur ce quartier qui était un quartier populaire. Donc, vous l'avez vu au début, on était bloqués pour le faire, parce qu'on avait les voies ferrées d'un côté, et puis on est presque dans un tissu villageois, et puis on avait cette espèce de gros bloc qui était jeté un peu comme un caillou dans la ville, et qu'il fallait quand même trouver des porosités pour que la ville puisse s'insérer à l'intérieur. Donc ces failles, on les a aussi pensées comme des espaces publics. Dès le début, ce que je voulais faire, c'était de transformer la friche en espace, comme une espèce de jardin public en 3 dimensions, dans lequel il y avait des heures d'ouverture et de fermeture, mais qui soit un lieu qui soit ouvert au quartier et pas un lieu qui soit privé. Et on a réussi à faire ça en faisant en sorte que certains des espaces qu'on a essayé de préserver, ce qui est un luxe incroyable, c'est-à-dire qu'on avait un programme, admettons, qui nous donnait peut-être, je ne sais pas, qui faisait 10 000 mètres carrés, mais plutôt que de bourrer le site, on a essayé de trouver, ce qui est un luxe incroyable, des espaces vides pour que ces espaces vides puissent être appropriés et occupés par les gens qui ensuite allaient faire le site. Vous le verrez sur les images. Ensuite. Donc à chaque fois qu'on pouvait garder de l'espace libre, on l'a gardé pour que cet espace puisse devenir autre chose en fonction du temps et des intuitions. Ça a marché sur certains endroits. Ça n'a pas du tout marché sur d'autres endroits. Donc ça, c'est la cartonnerie. On va avancer parce que je crois qu'on est très en retard, c'est ça, donc il faut que je me magne. J'arrive toujours au moment où il faut que je me magne, moi, je ne sais pas pourquoi. Et voilà, donc c'est différents endroits, ça s'appelle la cartonnerie, et puis petit à petit, il y a eu des événements, donc ça passe. Et puis on a fait venir avec un ami qui est administrateur de la friche pendant longtemps, qui s'appelle Fabrice Lextrait, qui lui avait une inspiration, qui voulait faire le restaurant. Donc on a fait venir petit à petit d'autres activités qui n'étaient pas des activités simplement de théâtre ou de spectacle, mais des marchés, des AMAP, des festivals de cuisine, et puis des artisans qui venaient vendre leur miel de partout. Et puis ça commençait à attirer du monde aussi du quartier, parce que c'était intéressant, et puis c'était abordable. Et puis le restaurant, parce que c'est toujours important de bouffer, le restaurant était correct et surtout très... en rapport qualité-prix, c'est un truc qui coûte pas cher à Marseille, donc les gens venaient. Et puis petit à petit, donc on a créé des événements de plus en plus, et les gens sont venus. Et puis ensuite, ça c'était donc les bureaux, il fallait refaire des bureaux. Ça je vais passer vite parce que c'est pas intéressant, c'est juste comment on a transformé des Algeco, toujours avec le même peintre. Mais c'est juste pour vous montrer juste un truc, c'est que quand même de temps en temps, en fait les bureaux, on n'avait pas d'argent, donc on a loué des Algeco d'occasion, qui étaient tout pourris, qui étaient en provisoire, mais on les a peints avec un peintre qui s'appelle Pierre Gattoni. Le simple mise en couleur du bâtiment avec un chantier d'insertion a complètement transformé ces éléments qui étaient laids, quoi, qui étaient vraiment pas beaux, en quelque chose qui devenait presque un lieu d'accueil. En fait, c'est une structure d'accueil, la friche. C'est une structure d'accueil dans laquelle tout le monde peut venir et intervenir à sa guise, un petit peu comme ils en ont envie. Donc c'était un lieu, je ne vais pas dire de liberté, parce que je ne sais pas trop ce que ça veut dire, en tout cas c'était un lieu qui était libéré des usages. Contrairement à mes chers confrères, je pense que l'usage n'a rien à foutre en architecture. Je pense que l'usage on nous bassine à l'école, on nous bassine tout le temps en parlant des usages. Je pense que les usages n'ont rien à faire en architecture. Et la preuve, c'est que ce bâtiment qui était fait pour être une usine, et devient tout, sauf aujourd'hui une usine. Il y a des écoles, il y a des crèches, on fait des logements, on fait des ateliers, on fait des fêtes. Et donc on peut tout faire dans une usine. Mais on fabrique plus de machines. Donc l'usage en architecture n'a strictement rien à faire, à mon avis. Donc ensuite, c'est le restaurant donc, dont je vous ai parlé, qui était en fait la pierre angulaire du projet. C'est par là qu'on a commencé. C'est par ce lieu de réunion dans lequel, évidemment, c'est un cliché, mais en France, c'est important de pouvoir se réunir pour manger. Donc on l'appelait les grandes tables, qui était un lieu dans lequel on n'avait non pas des tables de 4 places,
comme on a dans un restaurant classique, mais des tables qui faisaient 10-15 mètres de long dans lesquelles tout le monde pouvait se réunir. Ça, on parlait de design, c'est la seule chose de design que j'ai jamais fait de ma vie, c'est les lustres. Et puis petit à petit, là, cet endroit a commencé par devenir un lieu vivant, et puis de 4 ou 5 couverts au début, 20 de temps en temps quand ça marchait bien. Maintenant, ça passe à le week-end 400 couverts où les gens viennent manger à la Friche Label de Mai, qui est un lieu compliqué parce qu'il n'y a pas d'accès, nous on ne fait pas de vélo parce que ça monte et ça descend à Marseille, donc on fait très peu de vélo. Enfin, le Vélib, on le fait qu'en descente, on monte jamais. Et là, c'est un lieu où il faut monter, c'est à côté de la gare, donc c'est compliqué d'y aller. Mais ça marche quand même de plus en plus. Voilà, ça c'était les grandes tables au début. Et ça marche, et ça marche. Et puis ensuite, donc Marseille 2013. Marseille 2013 s'instaure. Et en fait, on a eu l'inspiration de leur dire que pour que le lieu puisse être labellisé Capitale 2013, il fallait qu'il y ait un endroit qui soit dans les normes de muséographie avec les degrés d'hygrométrie suffisants. Un seul endroit, parce qu'il n'y en avait pas d'autre à Marseille, qui puisse accueillir des œuvres magistrales dans les standards des musées internationaux. Donc c'est un peu ce qu'on a fait. Ah non, c'est pas celui-là, ça c'est avant. Ça c'est pour revenir sur les premières pratiques qu'on a fait qui étaient hors culturelles. Donc ça c'était le street park, c'était la poubelle, donc de la poubelle de la friche. Et en fait, il y avait un jeune stagiaire qui bossait chez moi, qui était skateur, et mon fils est skateur de malade, et il n'y avait pas de spot pour skater à Marseille. Et donc j'ai proposé à la friche de faire ça avec ce mec qui dessinait des blocs pour faire du skate et mon fils. Donc ils ont dessiné ensemble ce skatepark à la place de la poubelle. Et c'est devenu un lieu dans lequel ils ont un peu, c'est comme les surfeurs, ils ont des guides de spots dans toutes les grandes villes de France. Et donc il y a aujourd'hui le premier truc qui a attiré d'autres gens de Marseille à la friche. C'est pas les spectacles en réalité, c'est le skatepark parce que c'était un spot dans lequel tout le monde se retrouvait, il y avait des compétitions et tout ça, et donc petit à petit, ce lieu est devenu un lieu qui a fédéré beaucoup de gens et qui a commencé à ouvrir le quartier à d'autres disciplines qu'à des disciplines purement artistiques. Donc ensuite, on a fait une crèche. C'est pas une crèche pour les gens de la friche, c'est une crèche qui était une crèche associative, donc ouverte au quartier pour 50 berceaux. C'est très compliqué de faire une crèche parce que c'est un lieu qui est presque aussi difficile en termes de régularisation et de normes à respecter qu'une prison, donc c'est vraiment très compliqué, mais on a réussi à la faire dans un ancien bassin de rétention d'eau. Voilà, donc on va vite passer sur la crèche. Donc en fait, c'est une mini-friche. Bim, avec ses 50 berceaux, les pompiers, les cours de récréation où il faut qu'ils puissent lécher par terre. Parce que c'est bien connu que les enfants lèchent le sol en permanence. Il faut qu'ils puissent tout manger. Enfin, tout doit être à peu près comestible si les enfants mangent tout. Et il faut qu'ils voient aussi par terre. Donc il y a des petites fenêtres avec ça s'appelle les tatas qui sont évidemment très contentes d'être dans une crèche. Les salles de réunion. Et voilà. Et ensuite, donc, en fonction du succès du playground, du skatepark, en fait, le nouveau directeur, qui est un monsieur beaucoup plus ouvert et beaucoup moins au fait de la culture que l'ancien directeur, nous a demandé de travailler sur un playground pour qu'il y ait encore plus de gens qui viennent du quartier. Et donc, ce playground, c'est un petit peu des trucs de skate, comme vous voyez là, mais c'est aussi donc la piste d'athlétisme dont je vous ai parlé tout à l'heure, où personne ne court jamais parce qu'elle fait 25 mètres de long. Donc on a vite fait de courir, quoi. Mais il y a aussi un truc dans lequel il y a un terrain de sport. Et là, ce truc-là, c'est un truc assez magique. En fait, tous les gamins à la sortie de l'école viennent faire leur foot ou leur basket sur ces trucs-là. Et donc il y a autant de gens qui viennent voiler, il y a autant de... Parce qu'il y a encore... C'est un quartier où il y a plein de gens voilés, donc il y a des gens qui viennent avec leur voile, il y a des gens qui viennent avec les bobos, il y a des gens qui viennent pour manger un sandwich, il y a des gens qui viennent pour un spectacle. Mais ce truc du sport fait que tout à coup, tous les gens du quartier se sont réunis et que la friche s'est ouverte et accueille aujourd'hui beaucoup plus de monde dans les heures de la journée que ce qui était le cas avant. La ville ne l'a pas compris parce que la ville a lancé un grand programme de rénovation urbaine sur la Belle de Mai, sur lequel j'ai participé mais que j'ai perdu, évidemment. Mais c'était drôle parce que on était contre 3 concurrents, donc c'était un projet d'Urba. Les 3 concurrents, en fait, ont descendu la friche. Et un des arguments pour pouvoir gagner le projet de rénovation urbaine de la Belle de Mai, c'est enfin monter le quartier en gamme parce qu'il y avait trop de pauvres, et ben c'était surtout de faire fi de la friche, que ça ne marchait pas. Alors c'est vraiment le lieu qui aujourd'hui rayonne au-delà des frontières de la ville, évidemment. Voilà, donc ça continue. Donc ça, c'est la cour, on voit les trains, les murs qui sont tagués, qui sont changés. Et puis ensuite, donc, le gros du truc, c'était donc
les magasins, c'est des parkings, en fait, de stockage. Ça, c'est 3 plateaux qui font 3 fois 10 000 m², dans lesquels, en fait, on a pu l'ouvrir en 2013. La friche, c'est 70 associations qui travaillent quotidiennement sur le site, près de 400 personnes, et qui travaillaient dans le premier bâtiment que vous voyez blanc, là, qu'on appelait la tour. Et donc, c'était une opération tiroir, c'est-à-dire que c'est une opération qui, en termes de chantier, était un chantier où il fallait qu'on construise et qu'on délocalise et qui déménage pendant le chantier. Tout ça pour être ouvert pour accueillir le ministre de la Culture de l'époque. Et donc, ce bâtiment-là, en fait, on l'a, pareil que les autres, donc ça c'était l'usine, on l'a troué pour faire entrer la lumière petit à petit. On l'a peint en bleu parce que c'était la fabrication de la gitane, donc on a très peu d'imagination, donc on l'a peint en bleu, de temps en temps. Et puis donc on l'a cassé, ouvert, perforé et transformé pour qu'à chaque fois il y ait des ateliers qui viennent se greffer. Ces ateliers ont des niveaux de confort. On est dans un budget, je ne sais pas combien ça coûte le prix au mètre carré chez vous, mais nous, c'est des budgets. Normalement, un local, c'est à peu près entre 1 300 et 1 400 euros du mètre carré. Là, on est aux alentours de 700, 750 euros du mètre carré, avec des prestations qui sont, parce la France est le pays le plus normalisé d'Europe, voire du monde, avec des prestations qui sont très labellisées pour être dans des normes techniques et des normes thermiques à respecter, qui étaient à l'époque du RT 2012. Ce qui n'a aucun intérêt, peu importe. Donc ça, c'était le bâtiment avant. Et puis, voilà. Le seul truc qu'on a fait, c'était le bâtiment dont je vous parlais, qui s'appelle le Panorama, qui est une salle en plastique, enfin fer et plastique, en porte-à-faux, parce qu'il faut quand même montrer qu'on est un peu architecte, donc il faut qu'on fait un peu du porte-à-faux quand même, quoi. Donc, je me suis payé mon porte-à-faux parce qu'il fallait quand même que je prouve que je sais faire ça. Et puis, pas de fenêtres, parce que c'est toujours emmerdant de mettre des fenêtres. Il faut composer des façades, et j'ai horreur de ça. Et c'est ce truc qui était dans les normes de bâtiments muséographiques à respecter. Donc ça fait 30 par 14 par 11. Et donc tous les gens qui me rencontrent pensent que c'est le seul truc que j'ai fait à la friche. Mais en fait, j'aime beaucoup ce truc. Vous êtes quelques architectes ici, quand même, je suppose. Il y en a quelques-uns. C'était super chiant à faire ça, parce qu'en fait, pour reprendre les efforts de ce truc, on a repris des fondations sur tout le bâtiment. Et c'est un petit caprice que j'ai fait, mais qui était vraiment compliqué, mais il tient. Et en fait, dessous, vous verrez, voilà, dessous, on a juste deux trous pour pendre une balançoire. Donc c'était une préfiguration des usages possibles, et ça marche. Il y a des gens qui, de temps en temps... Là, il y a eu la Biennale des Arts du Cirque en ce moment, donc ils ont pendu une balançoire sous le truc. Et ce lieu, en fait, devient l'emblème. Quand on arrive du Nord, le premier truc qu'on voit, c'est ce truc-là qui s'allume la nuit, et sur lequel ils projettent les enseignes et les spectacles, etc. Et ce lieu devient l'emblème de la friche, un peu l'image de marque, le panorama, et qui ouvre sur un autre endroit. Voilà, cuisine en friche, et plein de monde, tout ça. Ça marche, il y a du monde. Et qui ouvre, on verra ensuite. Voilà, ça, c'était il y a 2 jours. Il y a 2 jours, il y avait plus de 300 000 personnes qui sont venues assister à ces gens qui faisaient du trampoline, là, pour l'ouverture de la Biennale des Arts du Cirque. Parce qu'après, j'ai fait un autre truc qui était le Centre national des Arts du Cirque à Châlons, tout petit, tout pourri encore. Mais, et donc là, il y avait un monde de dingue. C'était incroyable, quoi. Donc on a suivi la lumière, ça je vous racontais. Comment est-ce qu'on suivit la lumière pour que tout à coup, cette machine-là, une espèce de monstre, vienne et fasse des trous et fasse petit à petit rentrer la vie, parce que s'il n'y a pas de vie, s'il n'y a pas de lumière, donc on a fait rentrer la lumière dans le bâtiment, et petit à petit, on a révélé les poteaux, on a révélé des ombres, et les ombres ont révélé des endroits, et les endroits ont révélé des lieux, et les lieux ont révélé des possibilités de s'implanter, des usages. Et petit à petit, ces lieux donc, se sont transformés et sont devenus des ateliers, des lieux de résidence, des lieux de spectacle, des lieux de répétition, des lieux de théâtre. Tous les réseaux sont évidemment apparents. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, on a respecté exactement toute la trame des poteaux. On n'en a enlevé que 2, en tout et pour tout. Et ces poteaux sont espacés de 8 mètres. Et 8 mètres, c'est les normes en France pour qu'on soit non plus dans des circulations, mais dans des rues. Donc, en fait, c'est classé comme des rues accessibles pour les pompiers, etc., en termes de sécurité incendie. Et donc, je ne suis pas dans un projet d'architecture, mais je suis dans un projet urbain avec des codifications de rues, avec un projet qui est hors d'eau et pas hors d'air. Donc voilà les cours telles qu'elles ont été livrées en 2013. Et puis un début de... Ça, c'est une intuition qu'on avait depuis le début. En fait, on s'est battu... On n'a pas parti du sol sur ce projet, on est parti du ciel. Et ma première intuition, que je revendique, c'est pour ça que je dis c'était de faire de ce toit, en fait, une place publique entre ciel et terre. Un truc qui ne touchait pas, parce qu'il y a une tradition à Marseille qui est que les lieux qui se transmettent sont les lieux qui se transmettent par la parole, par la tchatch. En fait, on tchatche, et donc c'est une ville qui apprend à être connue quand on va derrière les façades. Et donc, comme je suis mais vraiment foncièrement marseillais,
J'ai voulu faire une grande place publique derrière la façade, quelque chose qu'on ne voit pas mais qui se transmet et qui s'apprend d'oreille en oreille. Donc on a fait de cette toiture qui n'était pas accessible une toiture totalement accessible, qui donne sur le paysage. Donc on voit, ce que vous voyez là-bas, c'était à l'époque la tour de Zahadid. On a aussi cette particularité à Marseille qui est que tous les grands architectes, ou réputés comme tels, quand ils viennent bosser chez nous, font des bouses. C'est quand même extraordinaire. Mais des bouses incroyables, quoi. Zahadid a fait le truc le plus mauvais qu'elle a jamais fait de sa vie, si tant est qu'elle a fait des trucs bons. Nouvelle est en train de faire une tour, mais c'est une catastrophe. Alsop a fait son plus mauvais projet, d'ailleurs je crois qu'il a arrêté l'archi derrière, quoi. Fouxas vient de livrer un bâtiment, mais c'est une merde. Mais je vous invite à visiter les bouses des grands architectes à Marseille, parce que c'est un truc assez phénoménal quand même. C'est assez rare. Donc ça, ce que vous voyez là, c'est la rampe handicapée, avec la madame qui est à l'ombre de la rampe handicapée. Quelques images de petites promenades. Donc ça, c'était vraiment au tout début, quand on a livré en janvier 2013. Donc on faisait des feux pour avoir un peu chaud, et puis les marchés qui arrivent, et puis les gens qui commencent à demander des espaces parce que ça fait bien d'aller à la friche donc pour faire des séminaires ou des colloques, un peu comme ici. On serait allé à la friche, sans aucun doute. Et puis après, on met des ballons, on fait du sport, tout ça c'est bien. Et puis la tour, donc ça c'est le lieu, c'était le lieu d'origine qu'on a transformé en 5 salles d'exposition pour 2013 et qui a ensuite été sécable pour que chacun des lieux qui était une seule entité en 2013 deviennent des lieux séparés aujourd'hui. Ce qui est le cas, donc on a ouvert toutes les fenêtres, on en a bouché quelques-unes. Je vous la fais rapide parce que c'est pas très intéressant. On a tout évidé. Et puis, je voulais surtout vous montrer, voilà, on a fait une réhab classique avec les fenêtres, le sol, en fait, dans des normes de salles d'exposition que tout le monde connaît à peu près partout. Et je voulais surtout vous montrer un truc, le panorama. Voilà, donc ça, je vous en ai parlé. Donc ça, c'était surtout la terrasse, donc cette inspiration de terrasse qui était vraiment pas du tout accessible, mais avec... Ce qui est important, c'est qu'il y a toujours eu, on n'est pas tout seul, quoi. Il y a toujours eu des artistes qui avaient déjà eu des inspirations pour faire des tout petits événements qui étaient soit des mises en lumière de la terrasse sur lesquelles on pouvait aller de temps en temps avec un échafaudage à 10 ou 15 ou 20 maximum, et qui montraient que c'était possible, qui montraient que quelque chose était possible. Donc il y a toujours eu une collaboration entre tous les partenaires de la friche, ceux qui vivaient cet endroit, que ce soit moi architecte, que ce soit les administrateurs, que ce soit les artistes surtout, parce que je suis absolument certain que les artistes ont cette espèce d'intuition qui font qu'ils devinent un lieu et ils arrivent à le faire vivre avant qu'il soit théorisé. Je pense qu'il y a une fulgurance dans l'art, une fulgurance dans la perception qu'on a de l'intuition qui transcende la théorie, qui transcende la pratique. Et donc je trouve qu'il faudrait plus les écouter, en tout cas plus les regarder. Je ne vais pas faire de digression sur le thème parce que je ne suis pas là pour ça, mais je pourrais en parler pendant très longtemps. Voilà la terrasse telle qu'elle était livrée avant qu'il y ait du monde, et puis donc elle était cassée, et puis on l'a refaite, tac. Voilà, donc on a été contents, c'était beau. On avait fait la rampe handicapée avec un S. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un lieu qui est ouvert le jeudi, vendredi et samedi, à partir de 19h, sauf quand il y a des événements particuliers, et qui a accueilli l'été dernier. Donc il y a aussi une programmation de cinéma en plein air l'été, des choses comme ça. Donc l'année dernière, c'était plus de 200 000 personnes sur 3 mois qui sont venus, ce qui à l'échelle de Marseille est considérable, surtout pour la Belle de Mai dans un quartier qui est paumé. Et en fait, tout ça pour vous dire que c'est des lieux qu'on a juste livrés, qu'on a donnés, donc on n'a pas dit comment il fallait faire, on a juste donné, voilà ce qui pourrait être fait, et petit à petit, les choses se font avec du temps, et petit à petit, les choses évoluent, et petit à petit, il y a une sorte d'appropriation, une appropriation des espaces qui font que ces lieux sont transformés. Tout ça pour vous dire que le rôle de l'architecte, en fait, est très discret, enfin humble, de cette manière. On est là pour proposer, sûrement pas pour imposer. Et c'est une façon assez modeste de faire de l'architecture, mais avec une ambition démesurée, modeste, ça pourrait se dire une chose pareille. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ce lieu aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est que la friche de la Belle de Mai, qui est un quartier qui a été fait pour rien et sur lequel on a bossé, donc ça fait plus de 15 ans que je bosse, ça fait plus de 20 ans qu'il existe. Petit à petit, en fait, c'est ce lieu-là, parce qu'il fédère, parce qu'il avance et parce qu'il montre que des choses sont possibles. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, qu'il y a des choses qui sont possibles quand on bosse ensemble. Et ben, le lieu est en train de se transformer en fonction de la friche, avec des opérations de logement à 2 balles, avec des opérations de bureaux. Et petit à petit, ce lieu, c'est comme une espèce de pierre qui est jetée dans une mare, crée des ondes autour d'elle. Et petit à petit, le lieu est en train de se transformer parce que la friche montre que quelque chose est possible et qu'une sorte de, pour prendre des mots idiots, mais qui ont du sens quand ça marche, que le vivre ensemble est une chose qui peut quand même exister.
Et donc le dernier projet, je me suis quand même fait plaisir parce que je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de Brunelleschi à Marseille. Donc je m'appelle Mathieu Poisin Brunelleschi à partir de maintenant. Donc j'ai fait un dôme parce que je voulais faire un dôme. C'est tout. J'avais envie de faire un dôme. Parce que c'est super beau quand même un dôme. Et que j'aurais jamais plus l'occasion dans ma vie de faire un dôme. Et ça marche pas du tout parce qu'en fait c'est pour faire une salle philharmonique acoustique avec. Donc c'est juste ce qu'il y a de pire au monde pour un acousticien. Mais il m'a dit trouve-moi la forme la pire et je m'en arrange. Il fallait pas me le dire 2 fois. Et en fait ça marchait très bien sur un plan urbain. Et parce qu'il voulait péter la terrasse pour faire émerger une salle à cet endroit-là. Et je lui ai dit non, on va pas péter la terrasse, on va faire un lieu ailleurs. Donc on a fait un dôme en béton, totalement en tout béton, avec Dieu qui arrive de temps en temps pour parler aux musiciens. Mais depuis, Dieu a été bouché, il bouche les trous les uns après les autres parce que ça coûte trop cher de faire des fenêtres. Mais c'est vachement beau parce que du coup, les gens pensent que c'est une mosquée. Donc c'est assez beau. Donc je me fais traiter d'islamiste, j'adore. Enfin, là, c'est marrant parce que en fait, le projet est en cours et on en est à peu près là. Et en fait, ce que vous voyez là, l'espèce de corolle, là, c'est l'étanchéité. Donc, c'est une kippa, d'une certaine manière. C'est une kippa sur une mosquée d'un lieu qui fait de la musique. Donc, c'est un lieu profondément œcuménique, dans un lieu où il y a une grande majorité de Comoriens. Je suis assez content de ce truc. Je pense qu'acoustiquement, ça marchera jamais, mais sur un plan architectural et urbain, ça marche vachement bien. Et techniquement, on s'est fait très plaisir avec ces arcs en béton. C'est juste pour vous montrer qu'il n'y a pas de joie, il n'y a pas de bonheur s'il n'y a pas de plaisir. Donc on en donne, on essaye en tout cas. Mon boulot, c'est d'essayer de donner du plaisir le plus possible. Et si j'arrive à en donner, j'en prends. Si j'arrive pas à en donner, je ne sais pas en prendre. Je vous remercie.